notre invité politique ce matin, c'est Laurent Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ministre chargé du budget et des comptes publics. On est ensemble pendant 25 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Laurent Saint-Martin, bonjour. Bonjour. On va évidemment parler de l'examen du budget qui arrive aujourd'hui au Sénat. Mais d'abord un petit mot puisque Michel Barnier rencontre ce matin Marine Le Pen. Est-ce que le gouvernement va faire des compromis avec le Rassemblement national pour éviter la censure? Michel Barnier rencontre tous les présidents et présidentes de groupes, comme il s'y était engagé, et c'est très bien que dans une démocratie parlementaire comme la nôtre, le Premier ministre puisse être à l'écoute de l'ensemble des groupes sans aucune discrimination. Il y a évidemment un socle majoritaire qui est notre base de travail avec qui nous travaillons de façon privilégiée, mais il y a aussi les groupes d'opposition. Et c'est vrai, de la France Insoumise jusqu'au Rassemblement national, en passant par les socialistes, les écologistes, l'IOT, les communistes, et donc il n'y a aucune discrimination à avoir là-dessus. Ça ne veut pas dire, évidemment, que ce budget pour 2025 va trouver des compromis partout et peut nécessairement satisfaire tout le monde. Mais après tout, j'ai envie de vous dire, c'est le principe d'un budget et c'est le principe des oppositions. Est-ce que vous allez en chercher avec le RN? Parce que jusqu'à maintenant, il n'avait pas reçu Marine Le Pen sur le budget. Là, elle menace plus que jamais de censure et elle est reçue à Matignon. Est-ce que vous êtes prêt à travailler à un accord avec elle? Elle a reçu la première à 8h30 ce matin. Non, mais ça, c'est pas grave, ça n'a pas d'incidence. C'est quand même elle qui a les clés. C'est quand même elle qui a les clés aujourd'hui de... moi je pense que vous auriez pu demander aux responsables du groupe socialiste à l'Assemblée nationale si ce n'était pas eux qui avaient les clés. Parce qu'il me semble que si vous retranchez... Je pense que si vous retranchez les voix et socialistes d'une censure éventuelle, la censure ne devient plus majoritaire. Et vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites. Collectivement, vous inclus, si vous me le permettez, le pays s'est mis dans la tête que le Rassemblement national avait, pour reprendre notre expression, les clés de l'avenir de ce gouvernement. Pardon, mais c'est faux. Qui a dit que l'ensemble du nouveau Front populaire devait systématiquement et pour toujours censurer ce gouvernement ? Moi, je crois que ce n'est pas quelque chose d'automatique et de systématique. Et quand on voit notamment ce qu'est capable de proposer la France Insoumise en ce moment, peut-être que vous en parlerez... On va y venir. Mais là, vous appelez les socialistes à vous désolidariser. Moi, je crois que... Et à ne pas voter la censure. En tout cas, ce que je connais de ce parti-là, pour en venir, n'a plus rien à faire, je crois, depuis longtemps, avec ce courant idéologique d'extrême gauche, et donc devrait au contraire plutôt se rapprocher d'une grande coalition responsable au service de notre pays. Donc je ne rejoins pas ce propos des clés dans la main de qui que ce soit. Je crois que c'est une coalition des oppositions qui créerait les conditions d'une censure, et donc il faut demander à tout le monde son avis là-dessus. Alors parmi Marine Le Pen, elle demande de ne pas toucher au pouvoir d'achat. Parmi les mesures qui font débat, il y a la hausse de la taxe sur l'électricité. Ça fait débat ici aussi au Sénat, puisque les sénateurs n'en veulent pas. Est-ce que vous garderez la hausse initialement prévue? C'est normal que cela fasse débat, parce qu'il est question du pouvoir d'achat des Français. Donc c'est un bon débat. Ce que propose le gouvernement, c'est d'enlever le bouclier tarifaire qui a été mis pendant la crise de l'inflation, qui était important. 50 milliards d'euros d'argent public avaient été utilisés pour empêcher la facture de nos concitoyens d'augmenter. C'était une bonne décision. Maintenant, l'inflation est derrière nous. C'est terminé. Nous retirons ce bouclier, c'est de la bonne gestion. Et nous le faisons en permettant d'avoir une participation active au redressement de nos comptes publics. Mais nous avons une ligne très claire. La facture doit baisser à hauteur de 9% au 1er février. Nous avons été très clairs là-dessus et nous tiendrons cette promesse-là. Donc nous augmenterons la fiscalité d'autant qu'elle permet la baisse de la facture à hauteur de 9%. Je crois que quand on est soucieux du pouvoir d'achat de nos concitoyens, on comprend que cette mesure, c'est une bonne mesure. Voilà. J'espère que les sénateurs l'entendront dès cette semaine lors de l'examen du texte en séance publique. Et je crois vraiment que tous ceux qui sont soucieux de la protection du pouvoir d'achat peuvent l'entendre de cette façon-là. Donc ça veut dire que là-dessus, vous garderez la copie initiale du gouvernement? Moi, je crois effectivement que notre proposition initiale, elle est juste parce qu'elle permet le gain de pouvoir d'achat, tout en permettant la résorption de notre déficit public. On marche sur deux jambes, vous l'aurez compris depuis le début de ce budget. Il faut protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens, mais aussi il faut que tout le monde comprenne qu'on a besoin de faire rentrer des recettes fiscales dans notre pays, tout simplement pour réduire notre déficit. Parce que le Sénat propose de compenser en relevant la taxe sur le gaz, là vous dites non. La problématique de l'augmentation de la taxe sur le gaz, nous le verrons, je ne veux pas préempter les débats, mais la problématique de la hausse de la taxe sur le gaz, c'est qu'elle a fait augmenter la facture. Or, moi, je dis que sur l'électricité, elle permet de la faire baisser. Et donc, je préfère toujours aujourd'hui les factures qui baissent que les factures qui augmentent. De manière générale, vous allez pouvoir vous entendre ou mieux négocier avec le Sénat qu'avec l'Assemblée?
Je ne vous dirais pas qu'il y a une meilleure voie de négociation, mais évidemment, de fait... peut-être une meilleure ambiance quand même pendant l'examen du budget. D'abord, il y a un fait politique. C'est que si j'en crois les groupes parlementaires, il y a une majorité de sénateurs qui soutient le gouvernement quand il n'y a pas une majorité absolue de députés qui soutiennent le gouvernement. Ça, c'est un fait politique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec l'Assemblée nationale et qu'on attend uniquement le Sénat pour travailler. C'est pas vrai. On a fait un examen qui a été long, qui a été nourri à l'Assemblée nationale. Trop d'amendements fiscaux, d'impôts en plus la suppression de la participation de la France à l'Union européenne ont été adoptés. Vous comprenez bien qu'il était inacceptable pour nous de laisser ce budget-là prospérer. Et donc la majorité relative a supprimé toutes ces dispositions en rejetant le texte. Aujourd'hui, on repart du texte gouvernemental avec des amendements que posera le gouvernement, qui sont issus des débats à l'Assemblée. Donc ça n'a pas servi à rien. Hein. Nous avons permis de travailler, y compris avec des groupes comme le Parti socialiste, par exemple, sur lesquels nous reprenons quelques propositions qui sont intéressantes là-dessus. Donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise chambre pour moi. C'est un régime bicaméral qui permet justement d'avoir des visions différentes et des priorités différentes. Évidemment, pas besoin de vous décrire qu'ici, l'attention portée aux collectivités territoriales sera plus importante, des choses comme cela. Et donc nous aurons ce débat pendant toute cette semaine. Et après, il y aura quelque chose d'intéressant, c'est les commissions mixtes paritaires. Ouais. Comment est-ce que députés et sénateurs, sans la présence du gouvernement, peuvent se mettre d'accord sur un texte commun ? On va bien sûr en parler, mais est-ce qu'il y a déjà un accord entre le Sénat et le gouvernement où tout va se jouer en séance ? Ou est-ce qu'il y a déjà eu des discussions entre Gérard Larcher, Michel Barnier et l'accord est déjà fait ? Qu'il y ait des discussions, il y en a bien sûr en amont, comme il y en a eu avec les groupes de la majorité à l'Assemblée nationale. On doit encore débattre. Mais moi, je respecte beaucoup le temps de la séance publique. C'est pas du théâtre, hein, la séance publique. C'est pas tout est écrit à l'avance et on fait semblant de se donner des avis au banc. Non, c'est de la vraie force de conviction. Et le gouvernement peut changer d'avis au banc en fonction de la nature des débats. Et je crois que c'est important aussi que chaque groupe présente bien ses opinions. C'est pour ça que j'étais contre le principe d'un 49-3 dès le début à l'Assemblée nationale. Comment vous voulez que le pays comprenne les positions politiques des groupes dans chacune des chambres si on ne laisse pas vivre le débat. Donc c'était le cas à l'Assemblée, ça doit être le cas au Sénat. Il y a quand même des points sur lesquels vous vous êtes déjà mis d'accord. Par exemple, le Sénat, la Chambre des collectivités. On sait que le gouvernement voulait demander 5 milliards d'efforts aux collectivités locales. La chose a été reprise. Les sénateurs veulent ramener cet effort à 2 milliards. Là-dessus, vous avez déjà passé un deal, entre guillemets. Il faut encore qu'on discute de quelques détails, notamment... Lesquels, par exemple ? Nous avons proposé de faire participer les collectivités, pas toutes, un certain nombre d'entre elles, on avait proposé à peu près 450 grandes collectivités, à un fonds de précaution qui permettait de répartir ces mêmes fonds au sein des collectivités qui avaient contribué, mais sur un temps différent, permettant donc de réduire la dépense publique. Eh bien, on va dire la gouvernance de ce fonds, comment est-ce qu'on le pilote, qui y participe, tout ça reste encore à définir, ce n'est pas du tout clair. Il y a des propositions, notamment celles de Stéphane Sautarel, qui sont intéressantes pour demander à ce que, par exemple, cette épargne puisse être plutôt gelée dans les comptes des collectivités, plutôt que dans un compte à part. Je ne veux pas trop rentrer dans la technique budgétaire là, mais vous voyez qu'il y a encore un certain nombre de débats. En tout cas, il y aura une participation des 450 collectivités, ça s'est acté, ça ne bougera pas. Le périmètre des 450 peut être revu, il peut être plus grand, plus petit, mais j'ai besoin aussi d'avoir les amendements. Est-ce que vous pouvez en exclure les départements, par exemple ? Alors, on a déjà, et d'ailleurs le Premier ministre l'a déjà évoqué devant les assises des départements. Il l'a évoqué, mais il ne l'a pas précisé. Oui, mais il a quand même évoqué une réduction significative de la participation des départements. Pourquoi ? Ça veut dire quoi, précisément ? Pourquoi ? Non, mais d'abord, il faut expliquer pourquoi. Les départements sont une collectivité pas comme les autres. Elle a eu ses recettes, les DMTO, donc les frais de notaire, en forte baisse ces dernières années, quand elle a eu ses dépenses sociales, dont elle a la charge, en forte hausse. Il y a donc un effet ciseau qui rend ses finances, pour un certain nombre d'entre elles, insoutenables. Vous prenez certains départements, ce n'était pas réaliste de leur demander de contribuer là sur le budget 2025. On l'a entendu, on va en exclure davantage. Par ailleurs, il y avait une demande aussi, qui ne concerne pas que les départements, mais aussi beaucoup le bloc communal, sur le fonds de compensation à TVA, le FCTVA, et notamment son effet rétroactif sur 2024. Le Premier ministre a dit, et je trouve qu'il a parfaitement raison, qu'on ne pouvait pas garder ce caractère rétroactif. Donc vous voyez des évolutions du texte. Juste là-dessus, sur le fonds de compensation de la TVA, l'effet rétroactif, ça s'est acté. Est-ce que vous êtes prêt à supprimer la réduction de ce fonds ? Moi, je crois d'abord que dans cet article-là, il y a de bonnes choses, notamment le recentrage du FCTVA sur les dépenses d'investissement. Ça, je pense qu'il faut le garder. Après, à nouveau... on peut regarder mesure par mesure, et on va le faire pendant la séance, mais pourquoi est-ce que les collectivités sont-elles appelées à contribuer à cet effort des dépenses publiques ? Parce que tout simplement, elles font partie de cette équation. Et c'est pas les pointer du doigt, c'est pas c'est la faute aux collectivités, moi je dirais jamais ça, j'ai jamais dit ça d'ailleurs. Par contre, elles sont
une partie de la solution. Quand vous avez 20% ou 19% de la dépense publique qui est issue des collectivités, on peut considérer qu'elles doivent participer à l'effort collectif de réduction des dépenses publiques. C'est ni stigmatisant, ni infamant, c'est tout simplement trouver la bonne solution pour pas que ça casse trop l'investissement local. Je rappelle que les 3/4 de l'investissement dans ce pays sont issus des collectivités, donc on en a besoin. Et ni, évidemment, il faut rester réaliste par rapport à la réalité de ces finances locales. Donc qui sont les très 2 milliards, c'est le bon chiffre? Là, vous suivrez le Sénat? Ça peut être un peu plus que 2 milliards la contribution des collectivités, mais on doit arriver... Mais pas 5. Mais ce ne sera pas 5 milliards. Ce sera entre 2 et 5. Ce ne sera pas 5 milliards. D'une manière générale, au moment où le budget a été présenté, l'idée c'était de dire on a besoin de 60 milliards d'efforts pour l'année prochaine. Mais dans ces 60 milliards, il y avait 5 milliards qui restaient à trouver dans le cadre du débat parlementaire. Est-ce que vous les aurez trouvés à la fin? Parce que à force de dire bon bah finalement on va vous demander moins que prévu aux uns et aux autres, est-ce que vous allez finalement arriver à vos 60 milliards? Et si oui, avec sur quel poste vous allez trouver et ajuster les choses pour retomber sur vos pattes? Alors il y a 2 questions dans votre question. Est-ce que le gouvernement a proposé 5 milliards d'économies budgétaires en plus? La réponse est oui, et cela avait déjà été fait à l'Assemblée nationale. C'est juste que nous n'avons pas pu examiner la deuxième partie, puisque la première avait rejeté l'ensemble du texte. Donc nous le verrons là pour le coup en deuxième partie du Sénat. Mais nous avons déposé des amendements à hauteur de 5 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Ça c'est dans les missions de l'État que ça se percevra. La question suivante, c'est est-ce que 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires, qui étaient notre copie, pourront être établis à la fin? Moi, je le souhaite toujours. Mais il est vrai que le texte évoluant, je ne peux pas dire d'un côté, j'entends les priorités politiques parlementaires et donc nous devons nous montrer justement ouverts à la discussion, et en même temps dire le texte ne doit jamais bouger, c'est ces 60 milliards-là, ça ne touche pas. Donc ce sera autour de 60 milliards. Si c'est un petit peu moins, c'est pas très grave. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'évidemment, nous perdions le cap et que nous perdions la nécessité de nous rapprocher le plus possible des 5% de déficit public en 2025. Et ça, nous garderons cette volonté ferme. Mais le plus possible, pardon, ça veut dire que ça pourrait être un peu plus. Ça peut être 5,1, 5,2, 5,3. Le 5%, il n'est pas intangible. Oui, alors quand je dis un petit peu plus, c'est vraiment un petit peu plus. Pourquoi? Parce que c'est une question aussi de crédibilité vis-à-vis notamment de l'Union européenne, à qui nous avons présenté un plan à moyen terme que nous devons respecter, mais aussi vis-à-vis de ceux qui refinancent notre dette. Crédibilité aussi pour arriver à 3%. Si vous lâchez 0,3 points dès maintenant, qui va croire que vous arriverez à 3%? Donc il faut réussir... Mais ce ne sera pas 5% non plus. Ça peut être un petit peu au-delà. Ce que je veux dire devant vous ce matin, c'est que ça ne sert à rien d'être complètement arc-bouté sur un 5,0 si ça permet justement d'avoir plus d'accords collectifs. Un budget, vous savez, c'est un texte financier, c'est aussi un texte très politique. Et donc on a besoin aussi de faire comprendre à notre pays qu'une majorité de parlementaires est d'accord pour aller dans ce sens-là. Le Sénat a pointé du doigt la responsabilité du gouvernement dans le dérapage des finances publiques des gouvernements précédents, pas de celui auquel vous appartenez. Est-ce qu'il y a eu mauvaise gestion des finances sous le quinquennat d'Emmanuel Macron? Non, moi je m'inscris totalement en faux contre ces propos. D'abord, il y a deux choses. Premièrement, on oublie un peu vite les crises que ce pays a traversées. Et les mêmes qui nous disaient « dépensons plus pour protéger nos concitoyens, nos entreprises, les collectivités », sont ceux qui disent aujourd'hui que les dépenses publiques ont trop augmenté. C'est trop facile, pardon. C'est trop facile. Donc oui, la dépense publique a fortement augmenté dans notre pays. C'est vrai, nous l'avons fait d'abord pour protéger notre pays. Et les gouvernements précédents ont fait en responsabilité ce qu'il fallait faire pour protéger notre pays, que ce soit pendant la crise Covid, que ce soit pendant la crise de l'inflation. Et il est trop facile aujourd'hui de dire quand on voulait dépenser plus, qu'on a trop dépensé. Alors le Sénat, il pointe surtout l'après-crise Covid, notamment l'année dernière, le fait qu'ils ont proposé 7 milliards d'économies et que le gouvernement a dit non. L'après-crise, c'est quoi sinon la réaction au moment de la crise? L'après-crise s'appelle la période du rebond. Et la période du rebond, il y a eu des recettes fiscales qui sont d'abord parties très vite à la hausse. Et je rappelle que les années 2021-2022 sont des années où il y avait plus de recettes fiscales qu'attendues. Je n'ai pas entendu parler de commission d'enquête à ce moment-là. C'est bizarre, mais quand les trains arrivent à l'heure, ça n'émeut personne. Et puis effectivement, sur 2023 et 2024, il y a eu moins de recettes fiscales qu'attendues, qui a creusé le déficit, qui fait qu'effectivement, nous devons aujourd'hui redresser les comptes. Qu'il y ait des erreurs de pilotage des recettes, bien sûr, pas besoin d'être un génie pour dire ça. Tout le monde le voit, il y a eu des erreurs de pilotage. Au lendemain de la crise, c'est très difficile d'estimer ce qui s'appelle l'élasticité entre les recettes fiscales et les taux de croissance. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu pour autant mensonge, dissimulation, opacité? Pas du tout. Et dernier point, qu'on arrête de laisser penser que les fonctionnaires de Bercy, parce que je l'entends ça aussi, et cacher des copies ou empêcher de prendre des décisions, parce que vraiment, cela est insupportable quand on connaît le professionnalisme des agents
de l'État en général, de Bercy en particulier, et quand on sait à quel point ils sont au service de notre nation, et qu'ils l'étaient pendant la crise, qu'ils l'ont été pendant la relance et qu'ils le sont toujours aujourd'hui. À quel niveau sera le déficit public à la fin de l'année 2024, pour de vrai? Est-ce qu'on peut avoir encore des mauvaises surprises? Aujourd'hui, nous l'estimons à 6,1%. C'est le texte du... On peut terminer plus financier. près de 7% que de 6%? Je ne le crois pas. Vous savez, les budgets de fin d'année, ils sont moins commentés habituellement parce que tout le monde a moins la loupe sur la virgule. En ce moment, on regarde que ça. Absolument. Mais le dixième peut changer. Chaque année, il peut y avoir des variations. Pourquoi? Parce qu'il y a un rendez-vous en fin d'année qui est important, qui est le 5e acompte d'impôt sur les sociétés, qui porte quand même sur un montant substantiel sur les recettes fiscales de l'État. Par définition, ce 5e acompte, je ne peux pas vous le dire comme un chiffre magique aujourd'hui. Donc nous avons des estimations qui nous portent à 6,1% le déficit à fin 2024. Nous verrons dans le début du mois de décembre, les résultats de ce 5e acompte d'IS qui préciseront ces prévisions-là. Mais nous devrions être autour de ça. Et juste pour terminer sur cette idée, qu'est-ce qui se passe si le gouvernement tombe à la fin de la séquence budget, s'il y a un 49.3, une motion de censure, si elle est votée? Pas de budget, ça voudrait dire quoi, concrètement? Permettez-moi de me lever le matin en étant concentré sur l'examen du texte et sur le fait que le budget aille au bout. C'est-à-dire que mes journées ne font que 24 heures hein, et dans les milliers d'amendements qui me sont présentés, je dois les examiner un par un. Et c'est pas pour botter en touche que je dis ça, c'est que je sais vraiment... Non mais quand Maud Bréjon parle d'un scénario à la grecque, est-ce que c'est pas un peu de la dramatisation et de la com? Ce que je crois, c'est vrai, c'est que un pays comme la France, qui est privé de budget par les voies naturelles, si j'ose dire, est un pays qui va inquiéter. Et qui va montrer de l'instabilité politique. Et ça, je crois que c'est mauvais, j'en suis même sûr, c'est mauvais pour ceux qui financent notre dette, c'est mauvais pour la crédibilité de la France au sein de l'Union européenne, c'est mauvais pour la perception et l'attractivité de notre pays. Donc ce serait un signal envoyé qui serait effectivement extrêmement négatif. Moi, je fais confiance aux responsables politiques de notre pays, quels qu'ils soient, pour faire en sorte que, chacun comprenne que redresser nos comptes publics, c'est une nécessité. La façon d'y arriver peut diverger, mais tout le monde doit être d'accord pour dire qu'on ne peut pas laisser déraper les comptes publics. Deuxièmement, l'instabilité politique, là, alors que nous sommes en train justement de boucler un budget historique pour notre pays en termes de gravité, en termes de nécessité, je crois quand même que nous pouvons collectivement nous dire que chacun dans notre pays, quelle que soit son opinion politique, a d'abord envie que cela fonctionne, a d'abord envie de stabilité politique, avant de créer le chaos. On parle du budget de la sécurité sociale. L'autre budget, le projet de financement de la sécurité sociale, doit faire l'objet d'un vote demain au Sénat. Ce sera voté sans problème? Je me garderai bien de parler à la place de la majorité sénatoriale, mais je crois que nous sommes arrivés effectivement à l'issue de l'examen à une bonne tenue des débats, à des évolutions de texte qui allaient dans le sens de la majorité sénatoriale. Pas forcément tous en accord avec le gouvernement d'ailleurs, hein. Nous aurons probablement encore des discussions à venir, mais je crois oui que maintenant tout est réuni pour que ce texte puisse être voté. Le problème, ça va peut-être être la CMP, la réunion entre députés et sénateurs. Est-ce que vous êtes assuré du soutien du groupe Ensemble pour la République et de Gabriel Attal? Nous devons encore en discuter parce qu'il y a une question centrale qui est celle du coût du travail, qui est celle de la réduction des allègements généraux de cotisations patronales. Nous devons encore en discuter puisque le gouvernement, et je l'ai dit à plusieurs reprises, fait des propositions d'évolution de ce texte. Et là aussi, moi, je trouve ça très bien qu'on puisse être dans des logiques de discussion et de compromis. Aujourd'hui, le groupe Ensemble pour la République semble vouloir davantage que la proposition du gouvernement. Je l'entends et sur le fond, même, je leur réponds qu'ils ont raison. C'est juste que moi, j'ai aussi la problématique du redressement des comptes. Et qu'encore une fois, cet équilibre, ce chemin de crête, il faut s'y tenir. Et donc, je crois que revenir sur les allègements généraux à hauteur de la moitié ou un peu plus de la moitié, qui serait 2,5 milliards, par exemple, de reprise sur l'effort demandé, me paraîtrait un bon compromis, un bon consensus. J'espère, à l'heure où je vous parle, j'espère que le groupe Ensemble pour la République comprendra que cette évolution de la part du gouvernement permettra d'avoir un compromis collectif parce que les autres groupes, eux, trouvent que ce compromis est le bon. Mais c'est pas sûr. Est-ce que Gabriel Attal, il fait pas aussi un peu monter les enchères politiquement pour faire pression sur le gouvernement? Je laisse au groupe EPR le choix qui est le sien. J'ai cru comprendre qu'il le déciderait demain en réunion de groupe pour une position pour la CMP de mercredi. Donc je respecte les calendriers et nous le verrons ensemble. Mais quand même, Antoine Armand dit, le ministre de l'économie, dit attention à l'impôt de trop. Est-ce que ces budgets, c'est pas un peu le reniement du macronisme? Non, écoutez, si c'était le reniement du macronisme, je ne serais pas là pour le défendre, soyons très clairs. Je suis moi-même un macroniste chimiquement pur, de la même façon qu'Antoine Armand l'est. Nous avons une nécessité de redresser les comptes publics.
Nous avons accompagné nos entreprises pendant la crise Covid et pendant la relance par dizaines de milliards d'euros. C'est bien de l'avoir fait. Ça a créé de l'emploi, ça a permis d'avoir une croissance supérieure à nos voisins européens. Je ne le renie pas. Est-ce qu'on peut aussi se dire collectivement que les entreprises participent au redressement des comptes? Oui, aussi. Voilà. Donc la nuance et effectivement le compromis là-dessus n'est pas exclu dans ce contexte-là. Et oui, Antoine Armand a raison à dire attention à l'impôt de trop. Il a raison de le dire. Attention à ne pas créer un effet trop récessif là-dessus. Mais chacun aussi comprend, je suis sûr au fond, de cette équation très difficile, du fait que nous devons à la fois réduire notre déficit public, faire participer l'ensemble des acteurs économiques, c'est-à-dire l'État, mais aussi les entreprises, mais aussi les ménages, les plus fortunés, mais aussi évidemment les collectivités territoriales. Ce tout-là, je crois que chacun doit se sentir co-responsable. Sur le Sénat, dans le budget de la Sécurité sociale, le Sénat a voté 7 heures de travail annuel non rémunéré pour financer la dépendance. Le gouvernement a donné un avis défavorable, mais vous avez semblé plus défavorable sur une question de forme que sur une question de fond. Est-ce que ça veut dire que vous allez reprendre cette mesure dans un autre texte ? Nous verrons d'abord si cette mesure va au bout à l'issue de la commission mixte paritaire. Donc il faut d'abord que députés et sénateurs se mettent d'accord. Vous souhaitez qu'elle aille au bout ou pas ? C'est pas à moi d'en décider, pardon, de respecter vraiment les rôles de chacun. Le gouvernement a donné un avis défavorable au Sénat. Cette mesure a néanmoins été adoptée, c'est le droit le plus souverain du Sénat. Elle sera présentée en commission mixte paritaire et nous verrons s'il y a une majorité de députés et sénateurs qui souhaitent néanmoins la garder dans le texte définitif. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que cette mesure allait dans le bon sens tout simplement parce que si on veut continuer à avoir un niveau de protection sociale aussi élevé dans notre pays et qu'on veut toujours que le travail finance notre protection sociale, alors par une simple équation linéaire, il va falloir peut-être un peu plus de travail dans notre pays, dans un pays où on travaille quand même moins que nos voisins. C'est tout ce que je dis sur le fond. Après, sur la forme, est-ce qu'il faut davantage passer par une discussion avec les partenaires sociaux? Probablement. Est-ce que cela doit passer par un amendement au PLFSS là tout de suite? Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure forme. Mais est-ce que vous allez l'engager, cette discussion avec les partenaires sociaux? Je crois que dans tous les cas, il faut l'avoir, oui. Donc vous y êtes favorable sur le fond? On voit bien que le gouvernement de Michel Barnier, le Premier ministre en tête et la ministre du Travail ont tout de suite entrepris de nouvelles discussions sur plein de sujets avec les partenaires sociaux. Je crois qu'on peut le mettre aussi à l'ordre du jour parmi tous les autres sujets. Il y a une autre mesure qui est concernante pour les Français qui a été votée par le Sénat, c'est la taxe lapin pour pénaliser, pour responsabiliser les patients qui annulent leur rendez-vous. Le gouvernement a donné un avis défavorable. Or, c'est Gabriel Attal qui avait lancé ce chantier quand il était Premier ministre. Du coup, pourquoi vous y opposez maintenant? Alors, je laisserai la ministre de la Santé, plus experte que moi sur ces sujets-là, y répondre. Là aussi, est-ce que ça peut être quelque chose qui évolue dans le temps? On verra si la commission mixte paritaire veut aller au bout là-dessus. Pourquoi pas? Moi, je crois que tout ce qui responsabilise, de toute façon, va dans le bon sens là-dessus. Après, il y a aussi, dans ce sujet-là, c'est toujours plus compliqué que dans la vraie vie, comme on dit que... Mais vous savez, vous me dites attention à l'impôt de plus. Ça vaut pour tout le monde, ça vaut aussi pour les ménages. Il y a un sujet qui va revenir au Parlement cette semaine, c'est la question des retraites et de l'abrogation de la réforme des retraites. Jeudi, à l'initiative de la France Insoumise, les députés vont se prononcer. Vous êtes inquiet sur un vote favorable qui abrogerait cette réforme? Moi, ce que je dis d'abord, sans présager du résultat du vote, c'est que nous avons, en 2023, je crois, eu 13 000 amendements. 13 000 amendements de la part des oppositions sur la réforme des retraites. 3 semaines de débat. J'ai du mal à comprendre comment tout d'un coup on saurait faire une abrogation de cette réforme-là en une journée, même pas. Bon, déjà, moi, ça questionne sur la forme. Il y a un moment, si on respecte les débats dans un sens, il faut aussi les respecter dans l'autre. Est-ce que le socle commun va rendre l'appareil et mettre aussi des milliers d'amendements pour bloquer l'abrogation de la réforme? Des milliers, je ne crois pas, mais en tout cas, il y a besoin du débat. Et ça me paraît important. Pour que ça arrive à minuit et qu'il n'y ait pas de vote? Gouvernement... Non, mais écoutez, cette procédure-là... peu m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce qu'on aura de quoi faire des débats nécessaires? C'est pas rien. Et puis sur le fond, on est en période de nécessité urgente de redresser nos comptes. Quelle est la réponse de la France Insoumise? C'est commencer par abroger la réforme qui permet de commencer à équilibrer les comptes de l'assurance vieillesse. C'est pas sérieux. Vous voyez ce qu'on a en France? On a des oppositions dont la première réplique dans la niche parlementaire, c'est d'annuler ce qui permet de commencer à équilibrer nos comptes sociaux. C'est juste pas sérieux. Et je crois que les Français le savent. Cette réforme, elle a été difficile, elle a été courageuse, mais elle permet tout simplement d'assurer notre système par répartition intergénérationnelle. Donc elle est nécessaire. Mais est-ce que du coup, vous allez faire en sorte qu'elle n'aille pas au bout? Revenir dessus, moi je suis totalement défavorable à son abrogation. Après, moi je ne suis pas parlementaire. Je participerai au nom du gouvernement avec d'autres ministres aux échanges que nous devrons avoir là-dessus. Et ça devra prendre le temps que ça prendra.
Sauf qu'on a vu que la semaine dernière, en commission des affaires sociales, la gauche et le Rassemblement national ont réussi à voter l'abrogation, enfin le projet de loi déjà. Donc ça montre bien qu'en fait, et la gauche et la droite et l'extrême droite sont capables de s'entendre pour défaire le pouvoir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ce qui va se passer jeudi prochain et puis ensuite, à la fin des fins, autour du budget? Mais vous avez raison. Moi, c'est pas un super bon signe quand même. Non, mais vous avez raison de le pointer. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que le nouveau Front populaire, unis ensemble, et moi c'est ça qui m'inquiète, ensemble, y compris avec les socialistes, vote avec le Rassemblement national régulièrement. On l'a vu pendant le projet de loi de finances à l'Assemblée et au PLFSS pour voter des impôts en plus. On le voit pour l'abrogation de la réforme des retraites. Pardon, qui encore une fois, si c'est ça leur réponse, si c'est ça leur contre-budget, ben, on est bien avancé. Et effectivement, ils ont bon dos de nous dire à l'extrême gauche que le gouvernement est dans la main du Rassemblement national. Pardon, là, ils ne sont pas dans la main, ils se serrent la main, d'accord? Donc je crois qu'à un moment donné, il faut aussi être réaliste sur ce qui se passe. Et on verra effectivement, dès ce jeudi, s'ils sont capables de se serrer la main sur l'abrogation d'une réforme qui est une réforme juste, qui est une réforme responsable d'équilibre de nos comptes sociaux. S'il n'y a pas cet équilibrage des comptes sociaux, il n'y a plus de régime par répartition demain pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Demain, et ça, j'aimerais bien qu'il vraiment, c'est dès l'année prochaine, etc. C'est quoi? Non, mais ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi si on abroge la réforme des retraites? Ça veut dire que vous créez les conditions d'un déficit chronique et qui se creuse en permanence sur notre assurance vieillesse. Il y aura de moins en moins d'actifs dans notre pays. Ça se traduirait mécaniquement par une baisse des pensions, par exemple? Ah ben, les retraites, on revient à l'éternel débat. C'est 3 variables. Le niveau des pensions, la durée de cotisation ou le taux de cotisation. Bon, ben, nous, on a fait une réforme sur la durée du temps de travail sur tout au long de sa vie, puisqu'on travaille plus longtemps. Je crois que personne ne veut voir amputer sa feuille de paie avec des cotisations en plus. Et je crois que personne ne veut voir les retraités avec des pensions en moins. Et donc, qu'on m'explique quelle est la solution et la contre-proposition du Rassemblement national et de l'extrême gauche à cette proposition-là. Je note enfin, juste une chose, que dans l'abrogation, il y a aussi l'abrogation de la réforme Touraine. Oui. Donc j'ai hâte de voir si le groupe socialiste veut voir détricoter son propre bilan, ce sera très intéressant. La France insoumise qui a déposé une proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Comment réagissez-vous? Je trouve ça honteux. Et au-delà du fond, parce que je ne veux même pas donner du crédit à cette proposition de loi qui est de la pure provoque, mais une pure provoque ignoble. Moi, encore une fois, la seule question que je pose, c'est aux autres groupes du nouveau Front populaire. C'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que je ne donne aucun crédit à cette proposition de loi, elle ne sera évidemment pas adoptée, et je ne veux pas donner du bruit et de l'existence à de la provocation politique. En revanche, les socialistes, les écologistes et les communistes font partie d'un intergroupe solidaire de la France insoumise. J'ai entendu des responsables socialistes s'indigner de cela. Mais enfin, l'indignation, c'est bien joli. Boris Vallaud dit qu'ils ne la voteront pas. D'accord, mais ça ne suffit pas, pardon. Je crois qu'il est temps de se désolidariser de ce nouveau Front populaire et de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on construit un avenir des sociodémocrates jusqu'à la droite républicaine pour ce pays. C'est ça l'avenir de notre pays. C'est pas un bloc de gauche qui devient de plus en plus radical, de plus en plus extrémiste, jusqu'à aller vers ces propositions de loi. Mais vous vous rendez compte qu'entre 2012 et 2017, avec tout ce qui s'est passé dans notre pays, avec les attentats, avec la gravité de la lutte contre l'islamisme que nous avons eu à mener, nous avons aujourd'hui des propositions de loi qui viennent à provoquer ce sujet-là. C'est inadmissible. Et moi, j'attends des socialistes, mais aussi des écologistes et des communistes qui se désolidarisent politiquement, et pas uniquement sur un texte. Merci Laurent Saint-Martin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On suivra bien sûr à partir de ce matin l'examen du budget au Sénat. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne. Stéphane, la une de Ouest France. Les Français travaillent-ils moins que les autres? Vaste question à lire dans Ouest France. Et on continue à parler de ce budget tout de suite dans le Club des Territoires.